Parce que moi aussi je suis un craquino, parce que j'entends souvent cette gimmick. J'ai commenté la WWE pendant 8 ans, je crois, un truc comme ça. Moi, je pense que dans la vie, il faut suivre ses passions. Quand tu as un mail, quand tu as un téléphone, quand tu as une opportunité, tu la saisis tout de suite. Il faut leur offrir un packaging global, c'est-à-dire un physique, un charisme, une tenue, une musique, une performance dans le ring évidemment, et tout simplement, voilà, un total package, quoi. Bonjour Célian. Salut Stéphane, ça va? Ça va et toi? Super. Donc on est ici au Midnight Garage. Tu es venu pour nous à Yakach. Donc déjà merci d'être là. Un plaisir. Si on squatte le stand, on va peut-être faire la promo de Dayton Jax. Je m'appelle Célian Varini, je suis fan de catch depuis ma plus tendre enfance. J'ai eu la chance de vivre aux États-Unis quand j'étais petit. Donc effectivement, j'ai grandi avec aussi la télévision, on va dire le catch américain. Et je suis revenu en France à la fin des années 80. Et en fait, j'étais un petit peu esseulé parce que j'en parlais un peu autour de moi et je m'apercevais que personne n'était fan de catch et personne ne regardait. Et puis un jour, par hasard, je suis tombé sur Canal+. Eh oui, parce à l'époque, c'était Canal+. Et effectivement, bah écoute, je suis tombé amoureux du catch de WWF de Canal+ de l'époque et j'ai eu la chance d'assister à mon premier house show, tiens-toi bien, roulement de tambour, en 1987 à Paris. Le main event, il y avait André le Géant, mais il était arbitre, je crois en 88 ou en 87. Non, 87 il était arbitre, c'était Harley Race contre Junkyard Dog, l'arbitre, le main event. Donc tu vois, c'est du vieux, et il y avait un match Velvet McIntyre contre Sensationnel Chéri, un match féminin. Je devais avoir 4 ans à l'époque. Je suis fan depuis toujours. J'ai, on va dire, poursuivi ma passion et au lieu de devenir catcheur, je suis devenu commentateur. Tu as essayé de catcher? J'ai essayé à une époque. Je me suis entraîné, mais on va dire que je me reconnaissais pas forcément dans l'esprit avec le catch français de l'époque. Donc je suis passé rapidement de l'autre côté. Je suis devenu commentateur de télé de différentes fédérations, en particulier sur Eurosport. J'ai commencé avec la TNA, mais Eurosport, on a diffusé la New Japan aussi. Et après, il y a eu la Folly Catch en 2007, 2008, 2009, où j'ai eu la chance de commenter sur Direct 8, sur W9, sur Extreme Sport Channel, sur MCS, etc. etc. Donc, tout ça, c'était quoi? C'était la Ring of Honor, la AAA, la CMML La AAA, c'est venu après, la CMLL sur Canal Jimmy. Les DVD, on faisait les DVD avec Fighting Spirit en permanence. On faisait la TNA évidemment à partir de 2000, je sais même plus. Il y en a eu tellement franchement. La Ring of Honor aussi beaucoup en DVD. T'as fait de l'UFC aussi? Beaucoup d'UFC aussi. Moi je suis fan aussi de MMA depuis toujours. Enfin, depuis que ça existe, depuis 93 quoi en gros. Et j'ai eu la chance effectivement de commenter le Bellator, l'UFC sur différentes chaînes. Sur MCS, sur SFR Sport et maintenant encore sur MMA TV qui est une chaîne en ligne uniquement disponible sur internet pour laquelle je collabore encore régulièrement. Donc tu vois, la passion elle reste au plus profond de moi-même. J'ai commenté la WWE pendant 8 ans je crois, un truc comme ça. Ça nous a permis, si tu veux, de faire pas mal de voyages. Parce que mon collègue et moi, on a été envoyés aux États-Unis à 3 WrestleMania de suite en tant qu'invité. On répond à une de mes questions. On faisait les house shows, on a même fait des trucs en Europe, on allait en Angleterre, en Allemagne, etc. Pour rien en plus, hein. C'était juste pour serrer des mains et puis assister aux shows et puis un petit peu faire du networking. Mais là on travaillait pas puisqu'on faisait pas les commentaires des shows. Pour moi c'était le rêve. J'étais un fan, donc on me paye un billet d'avion pour aller voir mes héros, je vais pas me plaindre, tu vois, c'était exceptionnel. Et donc c'est vrai que c'était un petit peu étrange, mais à une époque, je jonglais, en fait je faisais les deux, je faisais TNA et WWE. Mais voilà quoi, donc c'était ça passait parce que c'était, comme je te dis, c'était sur Eurosport 2, c'était, on va dire, ça réussissait à passer un peu sous le radar américain quoi. Ça marche. Parle-moi de Tom et Lola. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Ah oui, ça c'est, on va dire, c'est une aventure en dehors du catch. Ouais, mais ça fait partie de toi. Mais c'est du cinéma, c'est un film. Ouais, alors j'ai tourné dans plusieurs films en fait, quand j'étais gamin, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Mes parents m'ont poussé un petit peu là-dedans pour faire comédien. Moi, c'était pas du tout ma passion. J'ai été un peu poussé par la famille. Non, mais c'était pas du tout une torture, hein, loin de là. Mais on va dire que j'avais pas la fibre, si tu veux, en disant ouais, je veux faire comédien, etc. Et donc j'ai fait du théâtre, j'ai fait du doublage aussi pour quelques films à l'époque. J'ai fait un peu de cinéma. Tom et Lola, c'est le plus connu parce qu'il a été nominé à Avoriaz et à l'époque. Mais sinon, j'ai fait quelques films aussi qui sont tellement. L'histoire a pas retenu. Si, moi je l'ai retenu, mais bon, IMDB l'a pas retenu. Quoi. Donc Tom et Lola, tu étais enfant? J'étais enfant, j'avais 11 ans. C'était un rôle de cinéma qui est sorti au ciné, tout simplement, pour de vrai. C'était sympa, une belle aventure, mais c'est loin quoi. En espagnol sur YouTube. Ah ouais, bon bah. Tu parles espagnol moi? Incroyable. Je crois en espagnol. Hein. Incroyable. Ah, russe. En russe, ouais. Je parle plus russe qu'espagnol déjà, moi, en vrai. Ok. Donc, est-ce que tu estimes avoir réussi professionnellement?
Moi, je pense que dans la vie, il faut suivre ses passions. Moi, j'avais des passions quand j'étais petit. J'ai réussi, j'ai eu la chance, si tu veux, d'obtenir des boulots, des tafs et dans mes passions. Mais c'est un peu de la chance, mais c'est beaucoup de travail aussi. C'est du relationnel, c'est du quotidien, c'est du networking. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en jeu là-dessus. Networking. Et moi, le rêve que j'avais quand j'étais petit, à part approcher mes héros catcheurs, évidemment, c'était ne pas me réveiller avec un réveil. Parce que moi, si tu veux, je suis traumatisé par le bruit du réveil, si tu veux. Hein, le bip 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 bip, même quand j'entends dans un film, j'ai le poil qui se hérisse, je me sens mal, quoi. Vraiment, c'est pas une blague, c'est pas une gimmick à la con, je me sens mal. Et donc, quand j'étais au lycée, au collège, je me réveillais avec un réveil, si tu veux, tous les matins. Et j'avais envie de tuer la terre entière, un peu comme dans Chute libre avec Michael Douglas. Tu vois, moi, je considère que c'était un petit peu mon... Voilà, Michael Douglas dans ce film, c'est moi, tu vois. C'est ce que j'aurais pu devenir, s'il n'y avait pas eu cette chance. Donc ouais, je considère que pour ça, je peux dire que j'ai réussi. Ouais, ma routine, elle est en fait ne jamais rien laisser passer, toujours saisir les opportunités dès qu'elles sont là. Et aujourd'hui, on a tellement la chance d'avoir les outils de communication, c'est moderne. Tu as ton iPhone sur toi en permanence. Quand tu as un mail, quand tu as un téléphone, quand tu as une opportunité, tu la saisis tout de suite. Il n'y a pas de procrastination, c'est-à-dire je remettrai tout à demain, ça c'est une catastrophe. On est tous tombés là-dedans à un moment donné de notre vie, ça c'est vraiment le chemin vers la dépression et vers le je suis une merde, je ferai jamais rien de ma vie, quoi. Mais quand tu as un truc à faire, tu le fais. Quand tu as une opportunité devant toi, tu la saisis, point à la ligne, tu cherches même pas, tu la prends, point, parce que peut-être que demain elle ne se représentera pas. C'est un peu comme une gonzesse, tu vois. Si tu as un mannequin qui vient de parler, tu as intérêt à essayer de la séduire immédiatement, quoi. Si tu la laisses passer, tu la reverras peut-être plus jamais, quoi. Si tu la croises à la boulangerie, si elle est passée, c'est fini. Tu rigoles, mais des trucs bêtes comme ça, il faut le dire aux gens, parce que en particulier dans le catch français, j'ai pu croiser beaucoup de jeunes qui étaient des doux rêveurs, comme je les appelle. C'est-à-dire des gars qui sont des passionnés, mais qui ne visualisent que leur succès que par le côté télévisuel, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, ils voient un truc, ça brille, ils ont envie d'en être. Et ils ne se rendent pas compte que pour y arriver, il y a quand même des étapes différentes. Et la persévérance, le boulot. Évidemment, il y a un facteur chance. Le facteur networking, il marche beaucoup aussi. Tu vois, tu as des gars qui veulent marcher dans le catch français, ils savent même pas envoyer un mail, ils osent pas. Ah, j'ai pas envie d'envoyer un mail, j'ai pas ça. Ils parlent pas anglais. Alors, comment tu veux réussir à bosser sans parler anglais? Donc c'est des trucs tout cons comme ça, mais le conseil que j'ai à donner, c'est très con, mais c'est d'être un petit peu malin, d'écouter les bonnes personnes, d'être ouvert, open, avoir les oreilles, bien ouvertes et ne pas se vexer quand on donne un conseil qui est un petit peu, on va dire, négatif. Hein, les conseils négatifs, ils peuvent être constructifs aussi. Pour faire un bon catcheur, je pense que surtout l'aspect, on va dire, sportif, esthétique, physique, ça c'est pas à moi de donner des leçons. Chacun sait à qui s'adresser pour ce genre de choses. Mais je pense que le catch français en particulier, c'est une question de relationnel. Non, c'est plus un état d'esprit général, c'est-à-dire qu'il y a des petites guéguerres en fait sur Internet, sur les réseaux sociaux, et au final on s'aperçoit que ces guéguerres ne mènent nulle part et que les jeunes sont plus focalisés sur ces guéguerres internes que réellement d'être meilleurs, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut taffer, faut devenir effectivement fort physiquement, mais il faut aussi bosser sur la présence dans le ring, il faut bosser sur sa gimmick, il faut bosser sur son... Le charisme, ça se bosse pas, tu l'as ou tu ne l'as pas, je pense, mais au moins, il faut réussir à vendre. Même si même si ton packaging est merdique, il faut quand même réussir à le vendre bien, quoi. Et il faut comprendre aussi que les personnes qui sont dans le public ont payé en général 10, 15, 20 euros. Donc ils ne sont pas là pour te voir jouer avec tes Lego et ils ne sont pas là pour te voir jouer avec tes potes. Il faut leur offrir un packaging global, c'est-à-dire un physique, un charisme, une tenue, une musique, une performance dans le ring évidemment et tout simplement voilà, un total package, quoi. Ouais. Et de regarder la télévision et dire je veux faire comme Rey Mysterio, c'est un mauvais début, je pense. C'est bien pour commencer quand tu as 8 ans si tu veux, mais après il faut vite passer à autre chose, quoi. Je connaissais ECA parce que je regarde des vidéos de temps en temps sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Ouais, je connaissais depuis un moment et j'ai vu que vous avez pas mal de stars internationales qui sont venus faire des guests chez vous. Donc non, mais je suis un petit peu jaloux parce qu'il y a quelques gars que j'aurais bien aimé croiser. En tant que fan, tu vois, j'aurais bien aimé les voir aussi. Comme en particulier DJ Hyde parce que bon, voilà, la CZW, ça fait partie un petit peu de... C'est l'Amérique, je l'ai vu à plusieurs reprises lors des WrestleMania Weekends catché, donc ça aurait été marrant de le voir dans un environnement un peu différent, quoi, c'est tout. Bon, pour être un bon commentateur, je crois qu'il faut être conscient que la personne qui t'écoute à la télévision ou sur les DVD ou ailleurs ne sont pas tous forcément des méga spécialistes de catch. Et il faut réussir à jongler sur un côté divertissant, un peu gaudriole, et aussi un côté sportif et un côté explicatif. Et il faut faire un mix de tout ça pour pouvoir justement vendre le produit aux téléspectateurs, mais aussi les capter pour qu'ils restent semaine après semaine.
Et c'est vrai que moi j'ai regardé un petit peu ce que faisaient les autres et c'est vrai qu'il y a beaucoup de commentateurs francophones qui se focalisent, on va dire, uniquement sur la gaudriole, qui vont faire 2 heures de blagues sur le truc, ou alors qui vont être uniquement dans le côté moi je m'y connais plus que toi, qui vont faire 2 heures de termes techniques super américains, japonais, le mexicain que personne ne comprend à part peut-être une poignée de fans. Alors c'est super, c'est très bien de dire des termes techniques évidemment, de connaître les catcheurs, les feuds, les ceci, les cela, mais il faut se rendre compte que c'est Madame Michu qui regarde avec ses enfants parfois et qu'il faut satisfaire Madame Michu, mais satisfaire aussi le méga fan de Twitter et satisfaire aussi le worker, le catcheur lui-même et satisfaire aussi le mec qui te paye, c'est-à-dire le responsable de la chaîne. Donc c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Pour moi, un des moments les plus parlants, je pense, de l'histoire du commentaire de catch en France, c'est qu'il y a quelques années, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait, je crois que c'était AB qui avait lancé un concours. Ah non, mais AB avait lancé, il commençait à diffuser la Dragon Gate. Ils avaient envoyé en fait un jeu concours aux téléspectateurs en disant voilà, si vous voulez commenter du catch, on vous laisse votre opportunité, envoyez-nous votre cassette, envoyez-nous votre envoyez-nous votre faut rembobiner, pensez à rembobiner les cassettes avant de les rembobiner. Votre Betamax, enfin envoyez-nous un exemple de ce que vous savez faire et au final, ils avaient eu que très peu de réponses. Donc déjà, tu vois, entre tous les gens qui disent je veux faire commentateur et entre les personnes qui le font réellement, déjà il y a une grosse différence. Attention. Ce qu'il y avait, mec, c'était exceptionnel tellement c'était merdique. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans un niveau des gens qui jouent, ce que j'appelle des jeunes qui jouent au catch. Et en fait, ils venaient et Batista, n'importe quoi. Ils faisaient du sous ce qu'ils voyaient à la télé. Voilà. Et donc, en gros, on s'est aperçu, voilà, donc déjà, c'est un boulot, quoi, c'est un taf. Et ça m'a fait très plaisir ce jeu concours qui a été foireux parce qu'au final ça a montré à beaucoup que bon, c'était beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Je tenais à m'excuser pour mes cheveux parce qu'en arrivant ici à la salle on s'est pris une sorte de rasade, c'est comme ça qu'on dit, la pluie. Et donc j'ai été ravi de bosser avec une structure comme Aya qui m'a beaucoup surpris. J'ai bossé avec vous par le passé mais c'était il y a bien longtemps. Depuis ça a beaucoup évolué et j'ai vu que vous avez une structure qui était quand même super carrée avec des gens visiblement qui sont motivés et acquis de confiance. Oui. Et moi ça me ravit aussi parce que j'ai eu l'opportunité de bosser avec différentes structures à travers les années, certaines qui étaient très professionnelles, d'autres qui étaient complètement anarchiques et qui étaient un petit peu, on savait très bien que ça allait tomber comme un château de cartes au bout de 2 secondes dès qu'on arrivait là-bas. Et là de voir que Aya fonctionne bien, c'est carré, ça passe et tout, franchement je dis chapeau. Donc ça c'est effectivement un point positif on va dire pour mon expérience, mais par rapport à mon expérience on va dire dans le milieu ça a été globalement aussi positif pour moi. Je veux dire, j'ai eu la chance de rencontrer des gens incroyables. J'ai rencontré des gens pourris, mais si j'avais bossé dans une boîte normale, on va dire, au McDonald's ou autre, et ben, ça aurait été pareil. Il y a des gens qui sont super, il y a des gens qui sont catastrophiques. C'est la vie, quoi, c'est l'expérience de vie, mais je ne changerai tout ça pour rien au monde. Merci Célian. Voilà mon Cracky News. Si cette vidéo t'a plu, si ça t'a apporté beaucoup de valeur. Est-ce que moi aussi je suis un Cracky News? Parce que j'entends souvent cette gimmick sur Internet. Est-ce que les Cracky News c'est uniquement les téléspectateurs sur YouTube ou c'est aussi les... Alors, est-ce que je peux être un Cracky News honorifique? Alors, les spectateurs sont des Cracky News, tu peux être un Cracky News honorifique. Et en revanche, quelqu'un comme Raph qui est derrière la caméra ou tout mon staff, c'est mes piou-piou. Ah. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, partage-la, like-la, commente-la. Tu peux noter Cracky News ou j'embrasse Célian dans la zone commentaire. Ça fait toujours plaisir et puis ça fait toujours plaisir. Merci. Merci.